T'es sûr que tu as ce maillot là? Oui. Flash là. Ouais. Bah, de toute façon, je me suis dit, en vrai, c'est comme ça que je m'habille tout le temps, en fait, un peu authentique. Hein, sinon... Tout va bien dans ma tête? Oui, ouais. Mes Ouais. cheveux, c'est bien. On va voir, je suis chez le coiffeur, tu peux le dire. Oui, on va voir. On va le voir. Et tu peux dire, tout sur ma mère, elle me saoule. Hein. Quoi? Tout sur ma mère, elle me saoule. Elle me saoule. Ça fait chier. Ça fait comme les acteurs qui peuvent pas se saquer derrière et puis... Et puis qui font semblant... Ouais. Bon, ouais. Salut à tous, nous sommes le mercredi 4 juin et c'est le 3e épisode de Tout sur ma mère. Cette semaine en salle, Ballerina, évidemment, c'est le premier spin-off de John Wick, le film se déroule pendant le 3e volet de la saga, et Ana de Armas, dans le rôle de Eve Macaro, va tenter de venger la mort de son père grâce à sa parfaite maîtrise des arts martiaux. Keanu Reeves y reprend son rôle fétiche, et le réalisateur passe à la production pour laisser la main à Len Wiseman, l'homme derrière la saga Underworld, le 1 et le 2, Die Hard 4, ou encore Total Recall version 2012. Alors aujourd'hui sort aussi Le Répondeur. Donc dans Le Répondeur, Baptiste est un jeune imitateur de talent qui vend des assurances le jour et qui le soir se produit dans un petit théâtre qui peine à remplir. Et un jour il est approché par un romancier célèbre qui lui explique qu'il ne peut plus écrire parce qu'il est assailli de coups de fil, il n'arrive plus à gérer ses messages et son téléphone, et donc il lui demande de se faire passer pour lui et de répondre au téléphone à sa place. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans la suite de la vidéo. Ensuite, côté japonais, Cloud, c'est donc un film réalisé par le cinéaste de renom Hiroshi Kurosawa, qui est aussi le réalisateur de Cure, un de ses grands classiques, et de Shime, qui est un court-métrage de 40 minutes sorti mercredi dernier en salle. C'est donc un spécialiste du film de genre, du thriller et de l'horreur, et il revient avec ce film qui nous plonge dans l'engrenage infernal dans lequel s'enfonce un jeune escroc qui revend des contrefaçons en ligne. Ici encore, Kurosawa nous dépeint une nouvelle facette bien sombre de l'espèce humaine. On vous en parlera tous les deux plus en longueur dans quelques minutes. J'ai vu aussi, moi, toute seule, Freud, la dernière confession. Alors, l'histoire de ce film se passe en 1939, à Londres. Donc, Freud, qui est le fondateur de la psychanalyse, donc s'est réfugié à Londres au début de la guerre. Et il reçoit la visite d'un universitaire d'Oxford. Et ils vont échanger tous les deux sur l'existence ou non de Dieu, sachant que donc, les visiteurs, Lewis est croyant, Freud est athée. Ça peut paraître un peu aride comme ça sur le papier, mais ça l'est pas du tout. Je l'ai vu et je vous en parle ensuite. Alors donc, moi j'ai vu Le Répondeur, qui est une comédie que j'ai trouvée plaisante, agréable, mais qui tient surtout pour ces deux comédiens principaux, donc Denis Podalides et Salif Cissé, qui est un comédien que j'avais adoré dans le film À l'abordage de Guillaume Braque, sorti en 2020, que je vous recommande d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. J'ai bien aimé finalement dans ce voilà, au-delà de l'humour et qui est pas non plus un humour gras, et j'ai bien aimé la manière dont la réalisatrice traite en fait de la confrontation entre ces deux personnages qui viennent pas du tout des mêmes milieux sociaux. Et en fait, il n'y a jamais de condescendance de la part de l'écrivain, ni même de son entourage, parce qu'il y a sa maîtresse, sa fille, etc., vis-à-vis de Baptiste, qui est un humoriste qui vient d'un milieu beaucoup plus populaire. Et en fait, ils le traitent vraiment, enfin, ils se traitent les uns les autres vraiment d'égal à égal, donc il y a avoir beaucoup de respect. Et on sent pas du tout je trouve, le conflit de classe ou elle aurait pu jouer là-dessus, et en fait, elle le fait pas, et ça, j'ai trouvé que c'était, je sais pas si c'est réaliste, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très plaisant de pas tomber dans ce travers-là, et que l'humour ne repose pas là-dessus, en fait. Et du coup, ce que j'avais demandé, juste l'humour, il repose sur quoi, du coup? Enfin, c'est quoi le film parle de quoi, en réalité? En fait, il prend la place. Donc, l'écrivain lui confie son téléphone pour qu'il réponde à tous ses appels, notamment de son ex-femme, de sa fille qui est un peu névrosée, qui va pas très bien, de tous les appels professionnels qu'il reçoit. Et il va devoir se faire passer pour l'écrivain. Pas seulement en imitant sa voix, mais aussi il va devoir improviser. En fait, parce que le romancier se repose totalement sur lui, en fait. Il lui confie son téléphone, mais il lui confie un peu sa vie. Hein. Donc lui, il se met à l'écart, il reste dans son appart, il écrit, profite de la vie. D'ailleurs, il écrit même plus, et il confie à cet homme qu'il ne connaît pas la gestion de sa vie et de ses relations amicales, familiales. Voilà, okay. Donc forcément, ça va donner lieu à des situations un peu cocasses, et assez tendres aussi. Hein, il y a des histoires d'amour, et donc
Et le jeune homme est quand même un jeune homme hyper intelligent et hyper bienveillant qui va tout faire. Il va essayer toujours faire au mieux pour des fois réagir à des choses auxquelles le romancier ne réagissait pas, par lâcheté, par gêne. Et voilà, c'est ça qui est assez intéressant. Ok. Et voilà, après c'est un film vraiment qui est léger. Ok. Du coup, il y aura des interviews d'aucun des deux, puisque l'attaché de presse, il a pas voulu. Non. Donc, Il a tout annulé au dernier moment. ok, du coup, le film suivant, c'est Cloud. Donc Cloud, c'est le nouveau film de Kiyoshi Kurosawa, qu'on a vu tous les deux. Donc on va chacun pouvoir vous donner notre avis et ce qu'on en a pensé. Puis on en a parlé un peu avant et visiblement on n'est pas hyper d'accord sur tout. On a tous les deux aimé. Hein. Oui, on a tous les deux. Pour le coup, on a tous les deux aimé, même aimé. Beaucoup aimé. En termes de film de genre, c'est ce qu'il y a de meilleur de ce qui est sorti cette année, je pense. Donc moi, c'est le deuxième film que je vois de Kurosawa. Le premier, c'était Cure. Donc c'est un des films qui l'a fait connaître. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est sorti. C'était il me semble que c'était années 80-90. Et c'est la deuxième fois dans les deux films, le vrai point commun, c'est la violence. C'est des films qui sont violents, pas forcément gore, graphiquement très gore. Cure l'était beaucoup plus que celui-ci, que Cloud, mais en tout cas, ça traite de la violence chez l'être humain. Et plus précisément, ce qui mène à la violence. Qu'est-ce qui va mener l'humain à être violent ? Ici, on a donc un personnage principal, comme on vous l'a dit précédemment, qui gagne sa vie en revendant des objets, principalement de contrefaçon. Donc, il les achète et ensuite il les revend plus cher qu'il les a achetés. Toujours en ligne, sous un pseudonyme, le pseudonyme de Ratel, qui est un animal connu pour être un des prédateurs les plus féroces dans la nature. Et très vite, en fait, toute la première partie du film, c'est une atmosphère qui est installée, c'est un profil psychologique qui est dépeint du personnage principal, qui s'appelle Yoshi, et donc qui vit chez lui avec sa femme, et dont on se rend très vite compte que toute sa vie ne tourne qu'autour de ce jeu-là, de l'achat, de la revente. Il part avec son camion, il achète des stocks, il arrive chez lui, il les met en vente, et il reste face à son ordinateur sans rien faire d'autre que regarder si ces stocks c'est cool ou non. D'ailleurs avec ça, le réalisateur joue vraiment avec ça parce que il travaille des champs contre champs entre l'ordinateur et les stocks qui s'écoulent et son personnage principal. Donc ce qui montre bien que en fait le personnage principal Yoshi, il est habité par ça et en fait il est obsédé, ouais c'est ça et en fait, ce petit jeu-là d'achat, de revente, de faire du profit ou non du facteur risque, c'est un personnage à part entière dans le film, limite. En tout cas, il le filme comme tel. Ensuite, il y a son rapport avec le seul personnage extérieur qui n'est pas sa femme, qui est son ancien... Du coup, c'est son ancien associé, il me semble. En tout cas, quelqu'un avec qui... C'est un copain d'école, ils étaient ensemble ouais, voilà, au lycée professionnel. C'est un copain d'école, ouais. Et en fait, ils sont restés en contact parce qu'ils jouent au même jeu, ils font la même chose, en fait. Ils vivent de la même chose, c'est tous les deux des escrocs. Et en fait, eux aussi, leur relation, très vite, on voit que dès qu'il y a un truc qui va pas, en fait, elle n'est faite que de haine, de jalousie, de violence et toujours autour de ce jeu-là. Donc voilà, et il y a vraiment cette allégorie avec la drogue, donc sur tous ces trucs, parce qu'en fait lui ne vit que par ça, on ne connaît rien d'autre de ce personnage-là. Le réalisateur ne nous dit rien d'autre, à part du coup sa femme, et même avec sa femme, leurs relations elles sont très limitées. Sa copine, ils sont pas mariés d'ailleurs. Oui, sa copine, ouais. Sa compagne. Et en fait, il y a aussi derrière les victimes de ces arnaques, du coup, dont nous, on peut voir les messages en ligne qui sont extrêmement remontés contre ce personnage, qui vont chercher à se venger. Et en fait, tout ça, ça va créer un engrenage. Le film raconte l'engrenage de violence que ça crée, et du même type, en fait, que vont être les engrenages de violence liés au trafic de drogue, etc. En fait, c'est toutes ces addictions, pour moi, qui font ressortir ce qui est le plus violent en l'être humain. Et ça en fait partie. Donc voilà, il y a cette première partie qui installe l'atmosphère et cette deuxième partie où on va nous raconter les conséquences de tout ça en fait. Qu'est-ce que ça aura comme conséquence pour Yoshi de faire ça. Et dans cette deuxième partie, c'est important qu'il y ait un changement de lieu. Je trouve ça important, ça scinde encore plus les deux parties. Au départ, dans un appartement à Tokyo, dans la deuxième partie, dans une maison un peu dans la forêt, qui instaure un climat autre aussi. Bien sûr. Et une maison très froide.
Oui. Bah, de toute façon, effectivement, la maison, elle a beau être grande, belle, etc. En fait, rien n'est éclairé, il n'y a pas tellement d'objets de déco. Non, c'est extrêmement En fait, glacial. c'est Et hyper c'est glacial. Rien n'est filmé d'autre quasiment que l'endroit où il entrepose ses colis et son ordinateur où il fait ses transactions, une cuisine avec une machine à café qui explose à qui chaque fois. explose, Ouais. qui n'est pas maîtrisée. Ouais. Ah oui, il y a aussi ça, concernant juste la mise en scène et comment il manie l'horreur. Il y a un gros screamer dans le film, je sais pas moi si c'est mon système son ou pas, là où je l'ai regardé, mais et qui m'a vraiment fait sursauter. En fait, c'est une vitre qui se brise. Donc, parce que, encore une fois, dans toute cette première partie, où il va ressentir un petit peu la menace des gens à qui il avait causé du tort en les arnaquant. Et en fait, il y en a un à un moment donné qui jette une pierre dans sa maison à Tokyo, dans son appartement à Tokyo. Et ça, en fait, il est vraiment le screamer arrive vraiment à ce moment-là, il fait vraiment sursauter parce que il t'ancre dans le réel. Il n'y a pas un son qui est rajouté, c'est quelque chose que tu vois et qui fait vraiment du bruit et qui du coup te fait un peu rentrer dans la paranoïa du personnage. Alors toi, je crois que tu me dis que tu n'avais pas eu peur. Moi, ça m'a quand même fait un peu flipper. Parce que je trouve Si. qu'il manie très bien ça et la pression qui monte, en tout cas, il la manie, Oui, à ce moment-là, je suis d'accord. il la manie très bien. Mm. Et à la fin, il ferme, en fait, il filme pour moi il filme cette pression-là qui monte, comme la violence qui arrive à la fin. Pour moi, il filme tout exactement de la même manière, parce que d'une manière en fait très froide et assez distante et assez cynique. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision assez pessimiste de l'homme, le réalisateur, parce que tout est filmé de manière extrêmement froide et voilà, et très sobre finalement. Ouais. Voilà, t'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial, mais j'ai trouvé qu'il y avait parce que j'ai aimé. Est-ce que on n'est pas d'accord? Enfin, on n'a pas perçu la même chose. Moi, j'ai trouvé que dans la dernière partie, la deuxième, il y avait aussi un côté très décalé, presque humoristique, parce que pas du tout réaliste dans la réaction de certains personnages. Notamment, il y a un personnage aussi dont tu n'as pas parlé, qui est son assistant, qui est un jeune homme, voilà, qui l'embauche pour l'aider, et puis après, qui renvoie. Et le personnage de sa compagne, qui est assez horrible d'ailleurs. Ouais. Et il y a des personnes qui ont des comportements un peu assez étranges, pas du tout réalistes. Et, et même dans les personnages qui veulent se venger, il y en a qui ils sont très bizarres. ils sont bizarres, parfois ça fait naître de l'humour, alors une sorte d'humour qui vient un peu alléger l'ambiance. Et moi je trouve que c'est ça que j'ai trouvé super, c'est une sorte de mélange de genre et de côté un peu décalé, où on sait jamais... Du coup, on n'est jamais vraiment dans le film noir ou dans le thriller à 100%. Il utilise ses codes, mais en même temps, il crée une ambiance extrêmement particulière et très singulière et qui fait qu'on n'est jamais dans un genre complètement... Ouais. Mais c'est pour ça que je serais intéressé de voir si les gens peuvent envoyer leur avis en message privé ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai pas du tout ressenti ça. Moi, pour moi, on est vraiment resté dans le film froid et ça sort de l'horreur dans la deuxième partie, ça va plus dans le thriller. Mais mine de rien, pour moi, j'ai pas. Je vois ce que tu veux dire, mais je l'ai pas du tout perçu sur le moment. Ouais. Je serais curieux de savoir ce que d'autres personnes vont en penser. Après, oui, ce que je trouve intéressant, c'est le décalage. Par exemple, le personnage de sa compagne. Quand tu parlais de cynisme et tout, c'est un personnage Ah oui, alors elle est... atroce. Ouais. C'est le pire, je pense. Ouais. Ah, Parce clairement. que lui, il est motivé par le jeu. Par le jeu, il a une forme d'addiction à vendre. Enfin, l'argent l'intéresse pas, en fait, dans l'histoire. Cette addiction au jeu, au risque, etc. C'est l'adrénaline qui le fait... Alors que elle, c'est une fille qui est ultra matérialiste et qui n'est intéressée que par l'argent. Et que par la dépense et que par pouvoir s'acheter des choses. Et d'ailleurs, il te le montre qu'elle s'ennuie avec ce mec-là et qu'elle est là en espérant lui apporter un peu d'argent. Elle est totalement intéressée, elle ne pense qu'à ça et c'est le personnage le plus glaçant du film. Ouais, complètement. Et lui, il est un peu... et lui, il a tellement la tête dedans qu'il s'en rend même pas compte de ça. Oui, mais lui, pareil, c'est comme quelqu'un de froid, qui dégage jamais d'émotion, qui exprime pas d'émotion, qui exprime pas de sentiments. Mais parce que à côté de ça, il ressent absolument rien en dehors de cette addiction. Non, en fait, en dehors de ce truc-là, il ne ressent rien. Peut-être que ça dit quelque chose d'une société, en fait. Oui, il exprime rien. Il y a rien qui le fait vivre. Il y a rien d'autre qui le fait vivre, en fait. Tu connais pas ses plaisirs, tu connais pas ses loisirs. Tu le vois jamais boire quoi que ce soit, manger quoi que ce soit. Enfin, il est... Ouais. Ah, il est mort, quelque part, il est de mort intérieure. Bien sûr. Et... Après, oui, je lisais que c'était tiré d'un fait... Enfin, il s'était inspiré d'un fait réel, en tout cas, le réalisateur.
Et ce que tu disais sur le bruit aussi, c'est vrai que je lisais dans le dossier de presse, c'est intéressant qu'il avait vraiment voulu qu'il n'y ait pas de musique, que les seuls bruits qui l'intéressaient sont les bruits naturels, des oiseaux, des arbres dans la forêt, euh, ce qui contribue aussi à créer une atmosphère. Et du coup, Et toi, Freud, maman, moi t'as j'ai vu vu Freud, que moi, j'ai pas pu voir. Freud, les dernières confessions. Donc c'est une histoire fictive. Enfin, le réalisateur imagine une confrontation fictive entre Freud, la dernière année de sa vie. Donc il est laissé en 1939, il s'est réfugié à Londres. Il est avec sa fille Anna et Il a atteint il un a atteint cancer. un cancer en phase terminale, donc il va mourir dans quelques mois et il reçoit la visite d'un universitaire d'Oxford qui vient le voir pour discuter de Dieu. Voilà, donc l'homme qui vient le voir, c'est C.S. Lewis. En fait, c'est l'homme qui écrira plus tard les Chroniques de Narnia, donc auteur pour enfants, auteur jeunesse pour... voilà. Et donc C. Lewis est extrêmement croyant, Freud est athée, et donc ces deux hommes vont débattre de l'existence ou pas de Dieu. Alors ça pourrait paraître un peu ennuyeux, mais en fait, ils vont aussi s'interroger mutuellement sur leurs enfances respectives, sur leurs traumatismes, et ça va donner lieu à des flashbacks qui viennent un peu casser justement la monotonie et qui viennent casser ce huis clos. Donc on repart à certains moments dans le passé, l'enfance de Freud, et de la même manière dans l'enfance de C.S. Lewis. Donc Freud qui a été marqué par la mort d'une de ses filles et de son petit-fils. C.S. Lewis, lui, qui a été marqué par la mort quand il était enfant de sa mère, par le fait d'avoir été envoyé dans un pensionnat où il a subi des choses assez horribles. Et ensuite, il a été dans les tranchées, il a été soldat, il a perdu son meilleur ami sur le champ de bataille. Donc ils échangent aussi sur sur leur passé, sur leur traumatisme et sur les conséquences que ça a eu sur leur vie. Et il y a aussi le personnage que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'est celui d'Anna. Donc Anna, c'était le dernier enfant de Freud, sa dernière fille, qui était sa préférée. Et là, on voit qu'il y a une relation, et elle qui est extrêmement proche de son père, donc qui est un peu son infirmière, qui, euh, qui s'occupe de lui tout le temps, et lui qui devient hyper exigeant avec elle, et on sent qu'elle n'arrive pas à s'émanciper de son père, et il y a une relation... D'ailleurs, j'ai lu, apparaît que il avait été son analyste pendant 4 ans, alors que... Et voilà, elle est devenue après une célèbre psychanalyste pour enfants. Et est-ce que tu as l'impression que le débat entre un athée et un croyant, c'est un prétexte aux flashbacks et aux informations historiques, on va dire, sur Freud, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui en sort de ce débat-là? Enfin, je veux dire, est-ce que Oui, non, le c'est pas débat un est vraiment prétexte. intéressant Parce que et fondé? Oui, parce que C.S. Lewis, il a été athée à un moment de sa vie, il a cessé de croire en Dieu, notamment après la mort de sa mère, et il est revenu au christianisme Ok. plus tard à l'âge adulte, et je crois qu'il a écrit il a écrit des livres sur la religion et sur la croyance et la foi. Et non, leur débat sur ce sujet et sur l'existence de Dieu est vraiment Il est vraiment intéressant. il est présent. Et c'est pareil, leurs échanges sur leur enfance et leur jeunesse et leur traumatisme, c'est pas artificiel. Ok. Du coup, c'est un film qui est... c'est pas un grand film, c'est assez académique en fait, mais je trouve qu'il vaut qui est assez pédagogique en fait. Même s'il se permet quelques libertés, parce qu'après je vais aller lire des choses sur Anna Freud Je connais pas, ouais. par exemple, normalement en 1939, elle est beaucoup plus âgée en vrai que ce qui est montré dans le film. Euh, mais voilà, on en ressort quand même avec une petite matière sur Freud, sur Anna Freud, et sur le contexte aussi à Londres de ce début de guerre où on envoyait les enfants à la campagne. Enfin, ça, c'est assez bref, mais... Ok. donc, un film plutôt... Ouais. En tout cas, jamais ennuyeux, académique, pédagogique, instructif. Voilà. Ouais, on perd pas notre temps en allant le voir. Non. Quoi. Ok. Mais voilà, c'est pas du cinéma. C'est pas un film d'auteur, quoi. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé des comédiens. Ah non, Matthew Good, en fait, non, je me suis trompé. Non, mais il a une tête qui me dit quelque Ah chose. oui, bah il joue quand même dans Match Point, Single Man, Allié, Watchmen, Imitation Game. Ouais, si, il a fait quand même des gros films. Non, et surtout, et peut-être dire un mot quand même du fait de la performance de Anthony Hopkins, qui a gagné un Oscar il y a quand même 3 ans, et il lui reste plus beaucoup d'années de vie quand même. Donc, Ah, ça, on sait pas. Bah, Anthony Hopkins, il va taper dans les 100 ans bientôt, je pense. 87, oh ça passe. Mais bon, enfin il est quand même plus très en forme. Hein. Alors oui, je vais dire 2 mots des comédiens. Donc dans le rôle de Freud, on a Anthony Hopkins.
Qui joue bien, mais bon, voilà, C'est pas... Non, c'est classique, enfin, voilà, il fait le job, quoi. Et puis, moi, j'ai adoré la jeune actrice qui joue Adna Freud, et parce que je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, en mars, dans un film qui s'appelle Berlin, été 42, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et elle s'appelle, je vais vous le Ah oui, c'est dire, vrai, je l'avais loupé. Liv Lisa Freiss. Et je la trouve vraiment formidable, cette actrice. Et elle est jeune, du coup? Oui, Comme elle dans le a film. l'air d'avoir... Dans le film, elle doit avoir 30... Le personnage doit avoir à peu près 30 ans. Ok. Dans la réalité, en 1939, Anna Freud avait 44 ans. Mais il nous dérange là par contre. Est-ce qu'on boit du champagne devant la caméra? Bah ouais, Qu'est-ce on peut, qu'on ouais. fait? On fait quoi? Non, c'est surtout le reste d'hier. Ah ouais? Ok. Non, mais du coup, on garde. Alors, Je sais pas, sur YouTube, on n'a pas le droit de boire de l'alcool devant. je Attends, crois que faut dire un si. truc. Faut dire un truc qu'on fête, alors, on va dire. Bah non, mais on finit le champagne. Non, on dit la vérité, on finit Oui. le champagne. Bon, on va pas inventer une fête, si. Non. Non, mais si, je Bon. crois qu'il suffit de préciser que c'est pas pour une vidéo pour les enfants et que t'as le droit. Enfin, que c'est pas une vidéo pour les mineurs et que t'as le droit. Bon, on Merci n'incite beaucoup. pas du tout à la consommation d'alcool, Non, mais voilà. il nous Oui, il faut restait dire ça, un exactement. tout petit peu, un petit fond de bouteille de champagne de week-end. Et Merci, donc, Baba. on s'est dit que c'était l'occasion de le... Voilà. Santé. Non, mais en fait, on nous l'a apporté de manière inopinée. C'était pas du tout prévu. Non. Mais, mais finalement, on le boit après, c'est mieux qu'avant. Ah putain, il est bon. Par contre, ça fait. Ouais, je bois tous les soirs en ce moment. Ah non, pas jamais sur ordinateur. On pourrait comme dire le film à voir pour nous cette semaine, c'est vraiment Cloud. Ah, c'est Cloud, oui, Vraiment, oui, oui. c'est un film incroyable. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Donc, c'est tout pour cette semaine du mercredi 4 juin, pour ce 3e épisode. On espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura plu. On vous invite évidemment à aller voir les films dont on vous parle et à dire ce que vous en avez pensé, soit en commentaire, soit nous envoyer un message privé. C'est toujours un plaisir pour nous de débattre avec les autres des films qu'on a vus. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle présentation des films de la semaine et des nouvelles critiques.